Bonjour à toutes et tous, merci d'être là pour cette conférence sur la super année électorale 2024 autour de la mer Noire avec une personne qui s'y connaît bien, Ruxandra Ivan, qui est professeure au département, à la faculté de sciences politiques de l'université de Bucarest, la capitale de la Roumanie, le principal établissement partenaire Erasmus de Sciences Po Toulouse dans la capitale roumaine. Nous sommes très heureux de la recevoir pour cette semaine en échange Erasmus. Celles et ceux qui ne sont pas des familiers de la maison, pardon, j'ai omis de me présenter, Jean-Michel Amoé, 12 ans. Je suis le directeur adjoint chargé des relations internationales, donc européennes, dans cette maison, et un ami de la Roumanie. Je vais rapidement présenter ma collègue qui enseigne la politique internationale, la politique étrangère, les théories des relations internationales, les politiques de l'Union européenne, et qui coordonne dans son établissement fort bien logé au cœur des quartiers historiques de Bucarest. Je vous invite, pour celles et ceux qui sont plus jeunes, à envisager une mobilité internationale de troisième année. On en parlait à l'instant avec Lucille Séguin là-bas. Elle dirige le master de relations internationales. Notre amie est une francophone et une francophile qui avait fait il y a quelques années, ça ne se voit pas, ses études de doctorat à l'Université libre de Bruxelles, avec une thèse en 2007 à Bruxelles. Depuis lors, elle a réalisé une habilitation à diriger des recherches doctorales. Elle enseigne, outre dans sa faculté d'origine, comme professeur invité dans un certain nombre d'universités, dont Paris 3 Sorbonne Nouvelle, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, que nous connaissons bien aussi dans les réseaux de l'Agence universitaire de la francophonie, où elle a même eu l'occasion, me disait-elle tout à l'heure, en visitant les vieilles facultés, de rencontrer l'ancien directeur de Sciences Po Toulouse, le professeur André Cabanis. C'est dire qu'elle connaissait Toulouse avant d'y venir pour ce premier séjour sous la pluie battante. En plus de sa carrière universitaire, et ça n'est pas totalement étranger à notre familiarité l'un et l'autre, elle a une expérience directe de l'administration de son pays et du gouvernement de son pays à des niveaux plus élevés que moi par rapport à celui de mon propre pays, puisqu'elle a travaillé comme experte à l'Institut pour l'investigation des crimes du communisme en Roumanie, 2007-2008. Pour celles et ceux que ça peut tenter, on a eu la chance de ne pas avoir ce genre de crime en France, et on s'en réjouit. Comme chercheuse de l'Institut diplomatique du ministère roumain des Affaires étrangères, 2008-2015. Et puis, encore plus intéressant, et je pense que ça pourra susciter certaines questions de celles et ceux qui s'intéressent à ces sujets, comme conseillère à la chancellerie du Premier ministre de Roumanie. La Roumanie appartient à ces pays qui ont une chancellerie du prince, à proprement parler, et ce titre de chancelier qu'on trouve aussi en Suisse, dans des pays d'origine allemande, qu'on ne trouve pas en France. Il n'y a pas l'équivalent de ce fonctionnaire, même si ça ressemble furieusement au secrétaire général du gouvernement, mais qui prétend chez nous ne pas faire de politique. Elle a travaillé au cabinet du secrétaire d'État pour le centenaire de la Grande Roumanie en 2016-2017, puis comme conseillère au ministère des Affaires étrangères au cabinet du ministre des Affaires européennes 2017-2018. Donc, une universitaire qui a une connaissance directe de l'articulation politique-administration, ce dont elle aura l'occasion de reparler aussi demain avec le master CEAP. Ruxandra, comme tout bon universitaire qui se respecte, a publié plus de 40 articles dans des revues scientifiques, un comité de lecture et une dizaine d'ouvrages savants en tant qu'autrice, co-autrice, participante de chapitres. Je cite quelques titres pour vous faire comprendre. La politique étrangère roumaine 1990-2006, transformation socialiste politique du régime communiste entre idéologie et administration, New Regionalism or No Regionalism, Emerging Regionalism in the Black Sea Area, Londres, Ashgate, puis Routledge, Europe à plusieurs vitesses ou à plusieurs destinations, les avatars de l'idée d'intégration différenciée et son destin contemporain, dans un collectif L'Europe, une fracture à retardement, ou bien encore Translatio Imperii, Romanian Foreign Policy in Transition, Cambridge Scholars Publishing 2021. Je ne fais pas plus long.
mais c'est dire que nous avons la chance de recevoir Roxandra. Nous allons donc l'écouter sur cette conférence qui, vous le verrez, a un thème qui semble apparemment un petit peu lointain des bords de la Garonne, mais qui en réalité vient questionner très directement la capacité de nos démocraties à continuer à organiser les élections libres et non faussées, sans lesquelles la démocratie n'est plus qu'un mot. Voilà. Je souhaite que Mathis Bacon, qui préside l'association Forum International, qui a organisé tout cela, nous dise maintenant un mot, et puis on laissera la parole à notre oratrice avec grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Pour me présenter, du coup, je m'appelle Mathis, je suis en deuxième année à Sciences Po Toulouse et je suis aussi coprésident de l'association Forum International, qui est une association centrée sur les relations internationales, la géopolitique et aussi surtout la diplomatie. N'hésitez pas à nous rejoindre. D'ailleurs, on organise plein d'événements, même en cette fin d'année. Et c'est un immense honneur, du coup, de recevoir aujourd'hui Madame Rukhandra Ivan. Je suis particulièrement intéressé et admiratif, hein, tant par son parcours que par le sujet qui sera traité aujourd'hui. Et j'ai particulièrement hâte de suivre la conférence. Et enfin, c'est un immense honneur d'avoir pu collaborer avec Monsieur Desmarais, qui est ici là-bas, et Monsieur Imre Douzan, dans la co-organisation de cet événement, dans la mesure où c'est une expérience enrichissante dans laquelle nous gagnons tous. Merci pour votre présence et je vous souhaite à tous une très belle conférence. Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureuse d'être ici à Toulouse, à l'université, à Sciences Po Toulouse, d'autant plus que la France et euh, le professeur Jean-Michel Emery-Douzan a déjà mentionné le fait que je suis très francophile. À cela s'ajoute le fait que la France a été un partenaire très important pour la Roumanie dans le contexte des élections de l'automne de 2024 que je vais détailler un peu plus tard et où nous avons dû prouver l'épisode de l'interférence russe dans les élections, ce qui a mené à l'annulation des élections, un très grand scandale comme vous pouvez peut-être imaginer. Mais j'ai proposé aujourd'hui d'approcher ce sujet de la super année électorale 2024 autour de la mer Noire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je pense qu'il est important de comprendre ce contexte de cette année 2024 où on a eu des élections dans 64 pays, plus de 4 milliards de... Je ne sais pas comment faire changer les slides. Parce que je fais ça et comme ça. Donc, 64 pays où on a eu des élections en 2024, 4 milliards d'électeurs, donc moitié de la population du globe. Et certains ont dit c'est un festival de la démocratie. Mais c'est un festival de la démocratie qui a eu aussi quelques caractéristiques très importantes. Par exemple, c'est pour la première fois dans l'histoire où presque tous les partis qui étaient au pouvoir auparavant ont perdu de voix et beaucoup d'entre eux sont même sortis du gouvernement. Plus de 80% des partis qui étaient au pouvoir ont perdu de voix dans ces élections. Et donc, je crois que ce phénomène témoigne d'un phénomène peut-être un peu plus subtil qui affecte les démocraties occidentales tout d'abord, mais toutes les démocraties du monde, qui consiste dans un affaiblissement de ce que Pierre Rosanvallon appelait dans un livre assez récent les institutions invisibles. Les institutions invisibles, Rosanvallon dit que ce sont l'autorité, la légitimité et la confiance. Ce sont ces institutions qui tiennent les sociétés ensemble et qui constituent le tissu invisible et symbolique des sociétés.
Et je pense que ce qui est arrivé au cours de cette année électorale est un signe, est un phénomène qui montre justement l'affaiblissement de ces institutions invisibles selon lesquelles il est difficile d'imaginer le fonctionnement des sociétés humaines. Et donc, ces institutions connaissent un processus d'érosion accélérée qui est en plus stimulé par des acteurs étatiques qui ont l'intérêt d'affaiblir les démocraties de type occidental. Et je pense que les cas que j'ai choisis pour aujourd'hui vont un peu montrer le modus operandi de ces acteurs étatiques qui organisent des interférences massives dans les processus électoraux et non seulement. Je vais aussi essayer de montrer que cette interférence ne vise pas seulement le moment électoral, mais qu'il y a une certaine continuité. C'est seulement le thème qui change, mais les réseaux d'interférence sont continuels. Et donc, qu'est-ce que ce festival de la démocratie, l'année électorale 2024, a montré? Il a montré tout d'abord une méfiance assez généralisée dans la politique. Il a montré une ascension très visible de l'extrême droite, ce qui a fait que l'entier échiquier politique s'est déplacé vers la droite. Le centre s'est érodé et on a de plus en plus de polarisation vers la droite et vers la gauche. Et maintenant, en Roumanie, au moins, mais je ne sais pas si c'est le cas en France, j'imagine que non, mais c'est vous qui allez me le dire peut-être pendant la discussion d'après. Les idées qui, normalement, étaient considérées social-démocratie modérée, maintenant, elles sont considérées extrême droite, comme par exemple les contrats collectifs de travail ou la protection sociale. En Roumanie, on a un entier courant qui dit que les assistés sociaux sont le mal qui affecte profondément l'économie. Donc, on a cette polarisation extrême qui est très visible. On voit aussi une frustration avec les élites politiques et les partis considérés traditionnels, ce qui amène dans les parlements et dans les gouvernements de partis nouvellement créés qui n'ont pas, le plus souvent, qui n'ont pas une idéologie très cohérente et qui n'ont pas de cadre qui connaissent un peu, qui ait le know-how de comment gouverner et qui aussi, c'est un facteur d'instabilité par après. Finalement, c'est un sentiment général que les élites ne représentent plus le peuple, mais le peuple est dans cette recherche de partis qui le représentent. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve les souverainistes qui ont cette idéologie, cette esquisse idéologique de dire que mais nous, on est la nation, on n'a pas besoin des étrangères qui viennent s'établir chez nous et on ne veut pas que l'Union européenne nous dise quoi faire. Et donc là, ce clivage entre les souverainistes et les occidentalistes, on peut dire, ce clivage est assez significatif dans l'Europe centrale et orientale et autour de la mer Noire dans les 3 cas que je vais toucher. Et finalement, en ce qui concerne la manière dont se déroulent les processus électoraux, ces campagnes de désinformation deviennent un enjeu majeur pour les gouvernements, pour les sociétés et bien sûr, ils deviennent un enjeu majeur au niveau de la compétition internationale pour l'influence et bien sûr les nouveaux outils
l'intelligence artificielle, de la social media, des réseaux sociaux, voilà, en français, ces nouveaux outils permettent des types d'interférences qui n'étaient pas possibles auparavant et qui se sont pleinement manifestés dans les 3 cas que je vais présenter autour de la mer Noire. Hum, Là, vous avez quelques moments électoraux importants autour du monde en 2024. Je vais seulement m'arrêter en Europe. Un petit peu, les élections pour le Parlement européen, par exemple, ont confirmé la victoire de la droite et l'ascension de l'extrême droite anti-européenne, souverainiste, qui est un courant de plus en plus fort partout dans l'Union européenne et qui, le résultat de ces élections au niveau européen ont mené à une commission qui fait des politiques fortement à la droite. Et le fait qu'on a ce type de parti au sein du Parlement européen font en sorte que les perspectives de réforme institutionnelle au niveau de l'Union européenne diminuent fortement parce qu'on n'a pas le consensus nécessaire pour faire avancer l'intégration européenne. Là, vous avez quelques cas autour du monde, mais je ne vais pas insister des cas où les partis qui étaient au pouvoir pour très longtemps ont été renversés du gouvernement suite aux élections. En Europe aussi, il y a un grand changement en Grande-Bretagne, mais aussi en France, vous avez eu une année assez tourmentée, je dirais, avec des événements qui sont assez rares dans l'histoire de la France. En Allemagne aussi, vous avez une montée bien évidente de l'extrême droite. Maintenant, il existe en France une agence qui s'appelle Viginum. Vous connaissez ça? C'est le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques. C'est un service public créé, je pense, en 2019 peut-être, je suis pas sûre de la date. Mais ce que fait cette agence, c'est de rechercher comment les réseaux fonctionnent et comment l'information est propagée. L'agence Viginon a découvert l'existence de cette campagne massive qui s'appelle l'opération Doppelganger et qui est active depuis mai 2022. Ça se traduit par le double maléfique. Comment on fait en pratique? On clone les sites Internet et les profils numériques des agences de presse, de journaux. Vous voyez là quelques journaux qui ont été affectés. Le Monde, Le Figaro, Frankfurter Allgemeine, Spiegel, The Guardian. Il y a 355 domaines qui ont usurpé l'identité des médias français. Et donc, on copie visuellement le site de ces entreprises de presse et on transmet des informations fausses pour prétendre que ce sont des informations officielles. Ça, c'est une opération très massive qui est pratiquée par la Russie. Là, c'est très difficile vraiment à prouver qui est derrière ces comptes faux qui propagent les informations fausses. Et c'est le reproche qui a été fait aussi dans le cas des élections roumaines, le fait que, mais vous dites que ce sont les Russes, mais comment allez-vous le prouver?
il n'y a pas de preuve directe. C'est un modus operandi qui on voit très similaire dans plusieurs cas dans l'ancienne sphère d'influence de l'URSS et on soupçonne effectivement que ce sont les Russes qui ont orchestré toutes ces actions. Parce que, premièrement, la plupart des messages dans l'opération Doppelganger portent sur la guerre en Ukraine. Et ces messages, voilà, j'ai ici quelques exemples. Ce message essaye de répandre dans les populations, dans les sociétés occidentales, l'idée que les sanctions contre la Russie sont complètement inefficaces, que l'armée ukrainienne est barbare et néo-nazie, que les États occidentaux donnent trop d'aide pour les réfugiés ukrainiens et que cet argent serait mieux utilisé pour leur propre population. Et enfin, que les pays occidentaux se sont impliqués dans une guerre très coûteuse qui ne sert pas leurs intérêts. Et ce type d'informations se sont propagées aussi en ce qui concerne le transport de céréales ukrainiennes qui, comme vous le savez, la question des céréales a été très importante surtout pendant 2023-2024 où l'Ukraine a dû à cause du blocage des ports de la mer Noire, l'Ukraine a dû exporter ses céréales à travers des couloirs terrestres par la Pologne et des couloirs maritimes par la Roumanie. Et cela a il y a beaucoup de ressentiment, surtout parmi les fermiers des pays européens à l'égard de la question des céréales. Et donc, j'ai mentionné cette opération Doppelganger justement pour vous donner une idée d'avance, disons, sur la manière dont cette interférence par le numérique s'exerce. Mais il y a tout un système de types différents de manipulation des algorithmes qui mène à une multiplication très rapide de ce type de message. Maintenant, pour revenir à la question de la mer Noire, là aussi, vous avez eu tout un éventail d'élections, pour ainsi dire, ou de moments électoraux. L'Ukraine n'est pas un cas en question parce que en Ukraine, vous auriez dû avoir des élections, mais à cause de l'état d'urgence et de la guerre, il n'y a pas eu des élections et c'est aussi l'une des questions que les Russes reprochent. Mais quelle démocratie est l'Ukraine si ils n'organisent pas d'élections? Mais la vérité est que il est vraiment très difficile du point de vue logistique, mais aussi du point de vue politique, à proprement dire, d'organiser des élections en Ukraine pendant la guerre. Et puis, vous avez eu des élections en Russie. Voilà, bien sûr que Vladimir Poutine a gagné 88 des voix. C'est le plus grand pourcentage qu'un candidat présidentiel a obtenu après la chute de l'Union soviétique. Vous avez eu une très grande instabilité politique en Bulgarie où ils ont dû organiser deux fois des élections parlementaires anticipées et ils n'ont pas encore fini avec cela, mais ce n'est pas le sujet de notre discussion d'aujourd'hui. Et puis, vous avez eu en Géorgie des élections parlementaires le 26 octobre et des élections présidentielles le 14 décembre. Vous avez eu en Roumanie 2 tours d'élections présidentielles le 24 novembre et le 8 décembre et intercalé, vous avez eu les élections parlementaires
le 1er décembre, qui est aussi la journée nationale, la fête nationale de la Roumanie. Et finalement, vous avez eu des élections présidentielles en République de Moldavie, et c'est sur ces 3 pays qu'on va s'arrêter un petit peu par la suite. Je m'asseye parce que voilà. Donc, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine ont appliqué ensemble pour adhérer à l'Union européenne en février-mars 2022. Déjà en juin 2022, le Conseil de l'Union européenne ont octroyé le statut de pays candidat à la Moldavie et à l'Ukraine. La Géorgie va recevoir le statut de pays candidat en décembre 2023, mais ça ne s'est pas très bien passé par la suite dans le cas de la Géorgie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces 3 pays, qui sont des pays ex-soviétiques, donc des ex-républiques soviétiques, ont eu cette tentative de se rapprocher de l'Europe occidentale et de devenir membre des organisations occidentales. Et c'est là que, en général, les Russes, historiquement, les Russes ont cette préoccupation d'avoir une sorte de cordon sanitaire qui le sépare de l'Europe occidentale. Ce cordon sanitaire, pendant l'époque soviétique, a été constitué par l'Europe centrale et orientale, et après la chute de l'URSS, ce cordon sanitaire sont les anciennes républiques soviétiques qui sont considérées dans la doctrine de politique étrangère russe, ça s'appelle l'étranger proche, the near abroad. Peut-être vous connaissez l'expression dans les livres de géopolitique anglo-saxonne. Et les Russes ont toujours fait tout le possible pour empêcher que ces pays de leur sphère d'influence avancent sur cette voie de rapprochement vers l'Europe et vers les organisations occidentales. Ce qui est aussi important à retenir, c'est que, à la différence des sociétés occidentales, où en France, par exemple, traditionnellement, le clivage politique le plus important du paysage partisan, c'est le clivage droite-gauche. Ce n'est pas du tout le cas pour la Moldavie, par exemple, mais aussi pour la Géorgie, pour l'Ukraine. Le clivage le plus important, c'est le clivage géopolitique. Est-ce qu'on veut être orienté plutôt vers la Russie ou plutôt vers l'Occident? Et donc, c'est aussi l'enjeu de toutes les élections qui ont eu lieu dans ces pays à partir de l'année de l'obtention de leur indépendance, 1991. Donc, les paysages partisans dans ce pays s'organisent surtout selon ce clivage. Et donc, avant les élections présidentielles en République de Moldavie, on était très conscient de l'importance de ce clivage, et c'est pourquoi Maia Sandu, qui était déjà la présidente de la Moldavie, elle a décidé d'organiser en même temps que les élections présidentielles un référendum sur la voie européenne du pays, parce qu'elle espérait que par le référendum, elle pourrait acquérir plus de soutien politique. Mais ça a été un jeu assez dangereux, je dirais, parce que vous voyez là sur la carte de la Moldavie, les résultats du référendum ont été vraiment très étroits. Entre le oui et le non, la différence a été de 10 500 voix. Donc, les pourcentages aussi ont été très étroits. On a eu pour le oui 50,35%
Et pour le non, en jaune ou en vert, je ne sais pas comment vous le voyez sur la carte, pour le non, 49,65%, surtout des zones rurales. Par contre, ce qui est intéressant pour la Moldavie, c'est que dans la diaspora, qui pour la Moldavie et pour la Roumanie aussi, la diaspora est très nombreuse, dans la diaspora moldave, une majorité écrasante de 76,79% s'est prononcée en faveur de l'intégration européenne du pays. Donc, vous voyez quand même qu'il y a une très grande polarisation par rapport à la question de l'adhésion à l'Union européenne. Là, vous avez les candidats et les deuxième tour et les résultats des élections. Vous voyez que Maia Sandu, la candidate pro-européenne, a gagné 55,33% de voix. Et elle a gagné ce pourcentage grâce au vote provenant de la diaspora moldave. C'est la diaspora qui s'est prouvée décisive pendant ces élections. Mais en dehors de toutes ces questions de chiffres, ça c'est Maia Sandu, quelques jours avant les élections, donc au début octobre 2024, les autorités moldaves annoncent avoir découvert un complot orchestré par un personnage qui s'appelle Ilan Shor. Et ce complot consistait dans une grande quantité d'argent provenant de la Russie qui est entrée en République de Moldavie. Il s'agit d'environ de 39 millions de dollars provenant de la Russie, utilisés pour effectivement acheter des voix. Donc, c'était de l'argent dans des valises, si vous pouvez imaginer ça, pour acheter 130 000 voix qui, sur la population d'environ 2000 habitants de la Moldavie, avec 1 million et quelques, ça représente environ 10% des électeurs. Puis, on a découvert qu'il y avait un afflux de passagers provenant de la Russie qui transportaient cet argent avec les valises et qui sont entrés en Moldavie. Y compris, il y a eu des transports illégaux d'électeurs provenant de Russie, de Bélarus, d'Azerbaïdjan et de la Turquie. Donc, vous voyez que dans le cas de la République de Moldavie, la méthode est en quelque sorte une méthode traditionnelle. Ils n'utilisent pas vraiment les réseaux sociaux comme on va voir pour le cas de la Roumanie, mais c'est une méthode aussi très rudimentaire, je dirais. Tout simplement, on achète de voix. Mais ce personnage que j'ai mentionné, Ilan Shor, peut-être qu'il est intéressant de savoir encore un peu plus sur lui. Vous savez que le plus grand scandale de l'histoire récente de la République de Moldavie est le fait qu'en 2014, 1 milliard de dollars est disparu du système bancaire de la République de Moldavie. 1 milliard de dollars s'est évanoui. Ça a constitué environ 12% du PIB de la Moldavie. On n'a jamais retrouvé l'argent, mais on sait que ce personnage, Ilan Shor, il a été l'un des masterminds, des gens qui ont orchestré ce vol du siècle, pour ainsi dire. Ilan Shor a commencé sa carrière politique comme maire d'une ville qui s'appelle Orhei. Et là, il a gagné les élections avec la promesse réalisée par ailleurs de construire un très grand parc de distraction.
qui s'appelle Orheiland et qui était censé devenir l'attraction principale de la région. Ce parc de distraction a d'ailleurs fonctionné jusqu'en décembre 2025. Ilan Shor a essayé de se porter lui-même candidat par la suite pour les élections, mais son parti a été interdit par la Cour constitutionnelle de la Moldavie en 2023. C'est un parti qui soutenait l'union de la Moldavie avec la Russie et enfin, il a aussi une histoire assez longue de tentatives d'achat de voix. Finalement, Ilan Shor a été condamné il y a quelques années à 15 ans de prison, mais il s'est enfui en Russie. Et depuis la Russie, il a continué ses tentatives de créer des agents d'influence dans la société moldave. Par exemple, il a essayé de lancer un programme pour les villages moldaves où il donnait de l'argent aux maires. Donc, les maires pouvaient appliquer avec un projet pour recevoir environ $1 million, argent qui provenait directement de la Russie. Suite au fait que les autorités moldaves ont été assez efficaces à prévenir l'implication de Ilan Shor dans les élections, il s'est un peu réorienté à partir de 2024. Il a lancé une crypto-monnaie qui s'appelle A7, dont le but est de contourner les sanctions occidentales imposées à la Russie. Et donc, la base de cette crypto-monnaie est la capitale de Kyrgyzstan, Bishkek, et de là, il organise aussi une sorte d'organisation culturelle qui s'appelle Evrasia, l'Euro-Asie, qui a pour but de répandre la culture de l'euro-asianisme et de diffuser les narratifs de Kremlin. Donc, ce personnage, Ilan Shor, il est très important pour comprendre le fonctionnement de l'interférence russe dans les élections de la Moldavie. Mais il est très important aussi comme archétype parce qu'on va voir comment un type similaire de personnage et comment, à plusieurs cas autour de la mer Noire, dans l'ancienne sphère d'influence de la Russie. Parce que là, on a aussi le cas de la Géorgie. La Géorgie, je me rappelle, il y a 10 ans, 15 ans, la Géorgie était parmi les plus pro-occidentaux pays de l'ancien espace soviétique. Il y avait un grand enthousiasme par rapport à l'idée de appliquer aussi pour être membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Ils ont fait cela, mais tout d'un coup, paraît-il, l'atmosphère s'est complètement renversée depuis quelques années et on va essayer de comprendre comment est-ce que cela s'est passé. Vous avez eu les élections parlementaires en octobre 2024. Là, il y a quelques données du système électoral. La présence au vote a été de 60%. Dans ce contexte de la candidature de la Géorgie pour devenir membre de l'Union européenne. Maintenant, le paysage partisan de la Géorgie est dominé par ce parti qui s'appelle le Rêve géorgien. Le Rêve géorgien a été fondé en 2012 par un gars qui s'appelle Bidzina Ivanishvili et qui lui aussi, il est un personnage très intéressant. Il est un homme d'affaires qui a la citoyenneté française et géorgienne et qui est le plus riche homme de la Géorgie avec une fortune qui est
un quart du PIB de la Géorgie, donc 25% du PIB du pays, c'est la fortune de ce type Bidzina Ivanishvili. Il a été Premier ministre en 2012-2013 et parce que son parti, le Rêve géorgien, est au pouvoir depuis 2012. Initialement, ce parti a été pro-européen. Il a été membre du Parti des socialistes européens jusqu'en 2023, quand ils ont été expulsés. Au début, il avait un discours pro-Union européenne, pro-OTAN. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant le mandat de Ivanishvili comme Premier ministre, il a commencé peu à peu à améliorer les relations entre la Géorgie et la Russie. La Géorgie a obtenu la fin de l'embargo sur les vins. Il y a eu ce rapprochement qui a fait en sorte que maintenant, le Rêve géorgien, c'est un parti décidément pro-russe. Il y a aussi d'autres anecdotes intéressantes sur ce type Ivanishvili. Par exemple, entre 2016 et 2020, il construit un parc dendrologique de 60 hectares où il apporte 200 espèces d'arbres, certains d'entre eux très rares et très anciens, qui sont apportés à de grandes distances. Donc, il faut imaginer un arbre de 400 ans qui est transporté sur le chemin de fer. Et la construction de ce parc dendrologique a effectivement bouleversé l'écosystème et il a construit des routes pour transporter ces arbres et on va voir si ça marche, j'espère que oui. Il y a un film documentaire, mais Sur Booking.com, passez du mode maison tu l'as précisé. Un documentaire sur comment ce parc pour un maximum de flexibilité. a été construit. Je vous le montre parce que c'est très touchant en effet. Donc, ce documentaire s'appelle Taming the Garden et il a été produit en 2021 par une Géorgienne qui s'appelle Salomé Jashi.
Bon, lui aussi, il a construit un parc de distraction, je pense. Il paraît que c'est le secret pour gagner des voix, c'est d'offrir du divertissement et donner de l'argent parce que le nom de rêve georgien vient du fait qu'au début, ce parti, donc, il donnait de l'argent aux gens, 600 dollars par tête. Donc, parce qu'on estimait que chacun, s'il recevait l'opportunité d'avoir une petite somme d'argent pour débuter comme entrepreneur, chacun aurait pu réaliser son rêve, voilà. Maintenant, comment est-ce qu'il a évolué, ce Ivanishvili, pendant les dernières années? Il a commencé à promouvoir ses narratifs conspirationnistes sur l'existence d'un parti de la guerre globale, les francs-maçons qui dirigent le monde en secret, surtout George Soros qui a construit l'idéologie woke. Et donc, il y a tous ces messages anti-woke, anti-LGBT, etc. Une idéologie très souverainiste qui met l'accent sur les traditions nationales et sur la croyance orthodoxe. Il faut aussi mentionner qu'en 2020, Emmanuel Macron a décerné la Légion d'honneur à Bidzina Ivanishvili. Enfin, en 2020, il était probablement un personnage encore fréquentable. Voilà, c'est le rêve géorgien qui, bien sûr, gagne les élections avec une majorité de 54% des voix en Géorgie, en obtenant 89 des 150 sièges du Parlement. Donc, ils peuvent tranquillement gouverner avec une majorité claire. Bien sûr que les élections n'ont pas été reconnues par l'opposition. Il y a eu des manifestations de rue, mais rien ne s'est passé et le rêve géorgien a réussi à se consolider même plus avec les élections présidentielles de décembre où ils ont réussi de imposer leur propre candidat, Mikhail Kavelashvili, qui est un ancien footballeur et qui a été le seul candidat parce que le système d'élection du président en Géorgie, c'est un collège de 300 électeurs, mais tous les autres partis ont boycotté ces élections parce qu'il était d'emblée très clair que ce personnage allait gagner les élections. Suite aux élections, bien sûr, première chose, elle a suspendu les négociations pour l'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne. Et maintenant, le rêve géorgien contrôle la plupart des institutions essentielles pour le fonctionnement de la démocratie en Géorgie. Donc, le parcours européen, c'est complètement terminé. Maintenant, le cas de la Roumanie. Oui, je sais, quand je dis vous voyez, en venant de la Roumanie dans les années 90, au début des années 2000, on avait un peu honte à aller à l'Occident parce que on venait d'un pays pauvre où la démocratie n'était pas tellement développée, où il y a eu les néo-communistes au pouvoir pour beaucoup d'années avant le premier changement démocratique de gouvernement. Et c'était un peu gênant. Et par après, on allait mieux. On a consolidé notre démocratie. Il y avait les élections libres, la presse libre, etc. On avait plusieurs changements de pouvoir. Et puis, pour quelque temps, on était reçus en quelque sorte comme des égaux. Mais puis après, en décembre 2024, les élections de Roumanie ont été annulées. Et donc là, je me rappelle que je suis allée, je ne sais pas, en Grande-Bretagne juste après l'annulation des élections et tout le monde te regardait et on disait, mais vous avez annulé des élections. Comment ça? Oui, c'est
assez difficile à expliquer. Pourtant, je suis convaincue que ça a été la bonne décision, comment dire. Parce que je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc, le 24 novembre, on a le premier tour euh, des élections. Les élections, en principe, ils n'auraient pas dû apporter de grandes surprises. On avait cette liste de candidats où Marcel Ciolacu, il était le premier ministre en fonction qui avait les plus de chances d'être élu président à l'époque. Et puis, il y avait une représentante d'un parti, non, plutôt anti-système, mais pas trop, qui avait déjà des représentants dans le Parlement. Elena Lasconi, c'est genre Renew Europe. Comme je dirais comme le parti de Macron, mais un peu avant. Puis, vous avez ce personnage qui s'appelle George Simeon, qui est membre d'un parti d'extrême droite, qui est en quelque sorte l'équivalent de l'AfD en Allemagne, par exemple, et qui était, enfin, la plus grande peur des partis traditionnalistes, c'était ce type George Simeon. Puis c'était Mircea Joana, indépendant, qui était le numéro 2 à l'OTAN, le secrétaire général adjoint de l'OTAN à l'époque. Et les sondages, avant les élections, présentaient cet ordre des candidats. Et puis tout d'un coup, on a le premier tour des élections et on a ces résultats qui ont complètement bouleversé tout le monde. On a ce personnage qui s'appelle Călin Georgescu, c'est lui, qui gagne 23% des voix dans les conditions suivantes. Dans les sondages, en octobre, donc environ 2 mois avant les élections, Călin Georgescu a 1%. 1%. Puis le 7 novembre, il est à 5%. Le 20 novembre, il est à 10% dans les sondages. Dans les exit polls, les sondages à la sortie des urnes, il a 17-20%. Et quand on compte les votes, tout d'un coup, il a 23% des votes. Il est arrivé en tête de liste. Puis, deuxième candidat, Elena Lasconi de Renew. Et troisième candidat, le premier ministre en fonction, qui était le favori pour la fonction de président. D'ailleurs, la différence entre la deuxième et la troisième place, c'est d'environ 3000 voix. Donc, qui est ce personnage qui réussit en 2 mois seulement de faire une explosion tellement visible? Il est un ingénieur agronome né en 1962 qui a occupé différentes fonctions dans l'administration de l'État roumain à partir de 1981, par exemple. Il a été le directeur du Centre national pour le développement durable. Il a été le président du Centre européen de recherche du Club de Rome. Vous avez sans doute entendu du Club de Rome, l'ONG qui a publié pour la première fois l'idée de les limites de la croissance. Il a été rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l'homme et pour les déchets dangereux. Puis, pour une très courte période de temps, entre 2020 et 2022, il a été membre du parti d'extrême droite Alliance pour l'unité de Roumain. Il a fait aussi le collège de défense, qui est un peu une inside joke pour les Roumains, parce que tous les élites politiques, en général, sont passés par ce collège de défense, qui est une institution un peu bizarre, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Mais en échange, je vais vous présenter quelques-unes des idées de ce personnage qui ont eu beaucoup de succès sur TikTok.
Par exemple, il a fait des éloges au leader de l'extrême droite de l'entre-deux-guerres roumaine, Ion Antonescu et Corneliu Zelea Codreanu. Il est anti-vacciniste, bien sûr, occidental et un peu mystique. Il croit, il dit que l'Ukraine est un État fictif et que la Roumanie devrait regagner le territoire historique qu'elle a perdu en faveur de l'Ukraine après la Deuxième Guerre mondiale. Il a dit que Vladimir Poutine est un homme qui aime son pays. Il ne croit pas que l'homme est arrivé sur la Lune. Il pense que le changement climatique est une tromperie globale. Et en plus, il pense que les jus carbonés contiennent des nanochips qui entrent dans le corps quand tu bois le jus et modifient le sang et puis tu es contrôlé à la distance. Sa femme, qui est aussi très fameuse, une influenceuse très fameuse sur le TikTok, et elle a une vidéo où elle dit que les femmes doivent porter des jupes parce que c'est comme ça que les énergies terrestres entrent dans le corps des femmes. Et si on porte des pantalons, on arrête le flux de ces énergies terrestres. Elle dit aussi qu'il ne faut pas utiliser des déodorants antiperspirants parce que la transpiration, c'est un processus naturel qui ne doit pas être arrêté, etc. Donc, c'est ce genre de messages qui ont fait la popularité de ce personnage et qui lui a apporté les 23% des voix. Sa campagne électorale, il a déclaré 0 coût de campagne électorale, parce qu'en Roumanie, probablement c'est le cas pour la France, il faut déclarer combien tu as dépensé pour la campagne électorale. 0 dans le cas de Călin Georgescu. Il a fait la plupart de sa campagne sur TikTok, bien sûr. TikTok est un réseau qui est très utilisé en Roumanie. Il y a presque 9 millions d'utilisateurs dans les conditions. C'est la moitié du corps électoral, plus ou moins. Ce qu'on a découvert après, et cela aussi grâce à un rapport de l'agence française Viginam, que vous pouvez sans doute trouver sur l'Internet, ça s'appelle Manipulation d'algorithmes et instrumentalisation d'influenceurs, enseignement de l'élection présidentielle en Roumanie et risque pour la France. Donc, ce rapport montre comment a fonctionné cette manipulation coordonnée de l'algorithme qui s'appelle astroturfing. Astroturfing, c'est un mode opératoire consistant à conférer de la visibilité à un sujet en faisant croire qu'il est un phénomène de masse alors qu'il émane de la coordination de quelques peu de comptes qui produisent un volume important de publications sur un même sujet. Et puis, en plus de cette campagne de astroturfing, il paraît que les Russes ont acheté un réseau d'influenceurs qui ont été payés par des plateformes qui s'appellent Fame Up ou Progressia ou Fundament. Je pense que c'est une sorte de OnlyFans, je pense, mais je ne suis pas sûre. Ces réseaux d'influenceurs, ils n'étaient pas des influenceurs politiques. Par exemple, il y avait des filles qui expliquaient comment se maquiller ou comment faire ses ongles. Et pendant qu'elles faisaient ça devant la caméra, elles disaient aussi, oui, et j'ai vu ce Călin Georgescu que je vais peut-être voter parce qu'il a des bonnes idées pour la Roumanie et il est patriote. Tout d'un coup, pendant qu'elle se faisait les yeux et les lèvres, voilà. Et donc, ça paraît aussi un phénomène de masse et on a effectivement prouvé qu'il y a eu des paiements en valeur de 300
81 000 dollars pour cela et que ce réseau a été coordonné par des instructions très précises transmises sur Telegram et Discord, les réseaux russes. Et puis, on a découvert l'action coordonnée d'environ 35 000 de comptes qui existaient depuis 2016 et qui ont été dormants pendant tout ce temps. Ils sont devenus actifs 2 semaines avant les élections, mais il est très difficile pour toute autorité de surveillance d'identifier ces comptes et de les arrêter parce que le processus était très compliqué. Tu peux changer de compte d'un jour à l'autre, donc ça apparaît et disparaît très, très, très vite et le système de surveillance ne peut pas tenir le pas avec cela. Mais la campagne a été tellement forte que les jours juste avant les élections, les hashtags de la campagne de Georgescu ont atteint le numéro 9 au niveau mondial. Donc, dans tout le monde, les hashtags, je ne sais pas, je ne me rappelle pas exactement c'était quoi. Je ne sais plus. Mais en tout cas, le numéro 9 mondial pour la Roumanie, c'est quand même beaucoup d'attention publique. Et là, pour finir, pour conclure, je dirais que on voit clairement des typars, ça existe, typars, des patterns similaires dans le cas de ces 3 élections que j'ai détaillées. Il s'agit de produire un personnage qui puisse en quelque sorte stimuler ou une sorte d'entrepreneur politique qui est Ilan Shor en Moldavie, Ivanișvili en Géorgie et ce Călin Georgescu en Roumanie. La différence de la Roumanie par rapport aux autres cas, c'est justement cette intervention massive sur les réseaux sociaux. C'est aussi parce qu'en Roumanie, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, vraiment, et surtout TikTok entre les réseaux sociaux qui existent à ce moment-là, l'algorithme de TikTok est le plus maléfique, pour ainsi dire. En quelque sorte, je vais peut-être expliquer pendant la discussion pourquoi. Et donc, on reste avec la question, par exemple, en quelle mesure on peut considérer que ces élections sont vraiment libres quand on a la possibilité d'une manipulation tellement massive de l'opinion publique. Et puis, il y a d'autres sortes de questions qui apparaissent. Par exemple, comment peut-on maintenir un équilibre entre le besoin de l'État de réglementer ces plateformes, et y compris ce qu'on appelle la liberté d'expression. Donc, où sont les limites de cette liberté d'expression? Il y a des questions sur la polarisation extrême que les réseaux sociaux apportent dans les sociétés et je pense que cela est de plus en plus visible en Europe occidentale aussi, beaucoup plus qu'avant. En tout cas, cette polarisation qui est le phénomène qui sous-mine le plus la confiance comme institution invisible, comme j'ai dit au début de la conférence. Bien. Je vous remercie et j'attends bien sûr vos questions. Merci. Si vous. Cheers.
Et vous pouvez faire circuler après le micro dans la salle. Bah, là, on va passer à la phase des questions. Je vais introduire ma première question pour ensuite que vous fassiez la même chose juste après. Donc, moi, concernant ma question, j'aimerais revenir un peu sur ce que vous êtes venu nous dire par rapport à la montée de l'usage des réseaux sociaux. Et on le voit que c'est vraiment un phénomène qui galope. C'est-à-dire qu'on le voit notamment avec Trump et sa plateforme Truth Social et le rachat de Twitter par Elon Musk, ou notamment les personnalités politiques qui sont présentes sur TikTok, avec Benjamin Netanyahou par exemple. Enfin, on assiste à cette montée des politiciens influenceurs qui profitent de cette influence galopante. Et moi, ma question, c'est dans quelle mesure cet accaparement des réseaux sociaux, bah, c'est une réussite? Enfin, comment les réseaux sociaux nourrissent-ils ces populismes? Et surtout, en quoi la montée en puissance de l'intelligence artificielle, eh ben, ça va accélérer ce processus? Oui. Oui. Ouais. C'est C'est un bloc. Oui, merci. En effet, merci pour la question. C'est la question des réseaux sociaux, c'est très compliqué, je dirais. Chez nous, en Roumanie, les personnages politiques traditionnels ont aussi essayé de se faire des comptes TikTok afin de gagner plus de voix. Aucun succès. Ils n'ont pas vraiment réussi. Et je pense que l'une des causes, c'est aussi le fait que le TikTok n'a pas un algorithme organique ou naturel. C'est très contrôlé. Vous savez que TikTok, c'est une plateforme chinoise. Il paraît que l'algorithme de fonctionnement du TikTok en Europe est tout à fait différent, voire opposé à l'algorithme de fonctionnement de cette plateforme qui a un nom différent, mais c'est le même propriétaire, inventeur, je ne sais pas quoi, en Chine. Donc, en Chine, la plateforme est organisée pour transmettre des messages positifs, je ne sais pas, heureux, optimistes, etc. Tandis qu'en Europe, la plateforme est organisée pour polariser, pour transmettre des nouvelles qui choquent, qui polarisent, qui peuvent produire des tensions dans la société. Et je pense que, et là je reviens à l'un de mes arguments, je pense que c'est une manière par laquelle les acteurs étrangers stimulent les tensions et les conflits dans les sociétés occidentales qu'ils ont l'intérêt à souligner. Je sais que ça sonne un peu conspirationniste, je suis très consciente de cela, mais on ne peut pas ne pas remarquer que nous sommes entrés dans une étape de compétition globale où il me semble que effectivement l'Europe est assiégée de tous les côtés par des grands acteurs internationaux qui ont une idéologie très différente et beaucoup plus autoritariste que ce qui existe en Europe à ce moment-là. Et donc, s'il y a aujourd'hui un acteur international qui puisse en quelque sorte tenir et ce discours de la démocratie, il ne reste que l'Europe. Et donc, c'est pour ça que je pense que il faut, même si cela paraît assez conspirationniste, ça mérite peut-être de regarder un petit peu et de voir comment cette compétition fonctionne. Et bien sûr que avec l'intelligence artificielle qui fait nos profils et sur la base de ce qu'on regarde sur l'Internet et sur les réseaux sociaux, on peut être ciblé avec des messages qui sont exactement sur notre propre profil psychologique. Et nous pensons être libres et nous pensons faire des choix libres, tandis que l'algorithme nous fournit exactement les choses qui nous trigger, qui nous provoquent
pour ainsi dire. Donc oui, je pense que le potentiel de falsification, non pas des élections en soi, mais cette falsification de la volonté populaire, c'est un vrai danger, je pense. Euh, Tout d'abord, merci beaucoup pour cette conférence. Moi, j'aurais aimé faire le lien entre ce temps d'échange aujourd'hui et le temps d'échange que nous avons eu il y a de cela à peu près 2 semaines avec le professeur Jorge Resina, qui lui travaille sur la crise des idées progressistes en Europe. Et ce qui m'a paru intéressant lors de son intervention, c'était notamment le point de synthèse, sa conclusion, où il disait que face à la montée des extrêmes droites et à la montée des idées réactionnaires en Europe, partout dans le monde, mais spécialement en Europe, enfin, comment dire, lui s'occupe spécialement du secteur européen, euh, il dit néanmoins que on arriverait peut-être à la fin d'un cycle réactionnaire à une sorte d'apogée et un témoignage de cette fin pourrait être notamment l'élection du premier ministre portugais ou du président portugais, du président, du président portugais, excusez-moi. Voilà, moi j'aurais aimé avoir votre impression par rapport à cette idée-là d'un cycle réactionnaire et à la possible sortie de ce cycle. Merci. La sortie de ce cycle est bien sûr la révolution. Ça m'étonne que vous ne le saviez pas. Mais je ne pense pas que c'est la fin de ce cycle. Parce qu'on regarde aux États-Unis et ce qu'on voit là, c'est pas du tout une fin. C'est vraiment. Il paraît que. Il paraît que les idées sont plus réactionnaires qu'on l'aurait pu imaginer. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai vu ce type, Nick Fuentes, qui fait un podcast qui s'appelle America First, qui a dit que le vrai ennemi politique de la MAGA, ce ne sont pas les juifs, ne sont pas les immigrants, ne sont pas les noirs, ne sont pas les woke, mais ce sont les femmes. Et que les femmes devraient être mises dans une sorte de camp de breeding camps, de camp de reproduction, voilà, parce que ce sont les femmes qui ont créé cette atmosphère de faiblesse de la société où la masculinité n'est plus, vous comprenez. Donc, je ne vois pas du tout la fin de cette tendance. Je vois, j'ai des amis qui travaillent sur la manosphère, par exemple. Et je vois les idées de MAGA et ces idées réactionnaires qui se diffusent et qui ne sont pas d'une manière explicite politique au début. Au début, les jeunes hommes, par exemple, sont appelés à aller dans des camps de survie dans la forêt, par exemple. Et on les enseigne à être forts. Et comme ça, d'une manière très subtile, par après, on diffuse aussi les idées réactionnaires politiques, qui sont plus proprement politiques. Ça, c'est une voie, mais bien sûr qu'il existe beaucoup d'autres voies. Il y a ce discours que ce sont les riches qui sont riches parce qu'ils méritent d'être riches, parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont l'esprit entrepreneurial, etc. Et en Roumanie, je vois que ce type de discours est en progression et non pas en régression. Donc, je ne pourrais pas parler de la fin. Et pour revenir à l'idée de la révolution, ce que je craigne, c'est qu'on va voir peut-être une révolution, mais ce ne sera pas la révolution de la gauche, ce sera la révolution de l'extrême droite, où le peuple va prendre le pouvoir, mais le peuple qui veut chasser les immigrants, qui veut, je ne sais pas,
reprendre en main le sort de la nation. Et je pense que malheureusement, les forces progressistes, si vous voulez les appeler comme ça, ne sont pas très fortes à ce moment. Je ne sais pas, en France, en France, ça a toujours été mieux de ce point de vue, mais en Roumanie, pas vraiment. Alors, merci beaucoup pour cette conférence. Alors, moi, j'avais une question plus globale qui découle un peu de ces élections. Le 12 janvier, en fait, la présidente moldave, Maya Sandu, elle a déclaré qu'elle voterait pour la réunification de la Moldavie avec la Roumanie si un référendum était organisé, invoquant la pression de la Russie et la fragilité de l'indépendance de la Moldavie. Du coup, expliquant que c'est un petit pays et qu'il est de plus en plus difficile de survivre. Et du coup, moi, je voulais savoir, que pensez-vous, vous, et plus globalement, que pensent les Roumains de cette idée de la réunification de la Moldavie avec la Roumanie? Oui. Mais ça doit faire une erreur parce que c'est pas du tout un sujet. Et c'est pas du tout un sujet qu'il faut ouvrir parce que c'est un sujet qui pourrait très facilement être utilisé par les Russes pour dire, voilà, l'Europe est révisionniste, ils veulent changer les frontières, mais nous, on a une population russe qui vit en Moldavie, on va protéger cette population. Donc, il ne faut pas du tout attaquer ce sujet. Et je pense que Maya Sandu s'est rendu compte que ça a été une erreur parce que plus tard, elle est revenue en quelque sorte sur. Bien sûr que du point de vue émotionnel, je pense que, enfin, la Moldavie a été un territoire roumain pour très longtemps. Les Moldaves parlent le roumain parce que la langue est tout à fait presque identique, pas identique, parce qu'il y a beaucoup de mots en langue moldave qui sont repris du russe. Mais par ailleurs, oui, du point de vue émotionnel, je pense que les Moldaves et les Roumains ont ces affinités culturelles qui peuvent faire penser à une possible réunification. Pourtant, cela n'a jamais été un sujet sur l'agenda et d'autant moins c'est pas le cas aujourd'hui de discuter dans ces termes, surtout étant donné qu'on a la Transnistrie où on a un conflit glacé et des bases militaires russes. Donc, c'est pas question de unification. Bah, merci pour cette conférence. Moi, je voulais plus vous poser une question en tant que conseillère de Marcel Ciolacu. Donc, récemment, on a vu plusieurs personnes comme le maire de Buzău, Constantine Thomas ou Alfred Simonis, président du județ de Timiș, qui ont affirmé que le PSD avait donné comme consigne de faire en sorte que George Simeon se retrouve au second tour. Et il aurait fait ça pour avoir une chance de gagner, de profiter du vote contre l'extrême droite et avoir une chance de gagner au second tour. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une manipulation des élections par les partis traditionnels roumains? Oui, oui, je suis au courant, bien sûr, de cette information, pour ainsi dire. Et en effet, c'est Alfred Simonis qui, dans une discussion avec Marcel Ciolacu, disait: Tu te rappelles, Marcel, quand on a voulu donner des voix à George Simeon et tu as dit non? Donc, oui, c'est très possible que ce soit le cas et que le PSD a parlé aux électeurs pour les convaincre de voter pour George Simeon pour l'amener dans le second tour. Mais le président du parti n'était pas très d'accord avec cette stratégie, qui a été une stratégie qui lui a été vendue par les consultants. Parce que ce sont les consultants qui ont dit qu'il faut absolument apporter Simeon dans le second tour. Et c'est comme ça. Par ailleurs,
On a aussi prouvé que la campagne du type là, Călin Georgescu, a été financée par l'intermédiaire des fonds provenant du Parti national libéral. Parce que le Parti national libéral voulait diminuer les chances de Simeone d'aller dans le second tour. Et donc là, vous avez le PSD qui a donné des voix en faveur de Simeone et le Parti national libéral qui a donné de l'argent en faveur de Călin Georgescu. Et voilà, c'est tout le bordel qui en est ressorti. Donc oui. Là, Merci beaucoup pour votre intervention. Donc vous avez parlé d'une forme, si j'ai bien compris, d'artificialisation de la campagne roumaine, avec notamment l'utilisation de la manipulation des algorithmes TikTok, des comptes dormants, ce genre de choses. Donc c'est assez artificiel. Au final, Georgescu arrive quand même en tête au premier tour. Donc vraiment de manière concrète, comment vous expliqueriez-vous cet attrait d'une forte proportion de la population d'un État qui a quand même connu la dictature et la satellisation par l'URSS pour une personnalité qui, au-delà du fait qu'il est anti-vax, conspirationniste, extrémiste, euh, ne cache pas sa fascination pour Vladimir Poutine, qui aujourd'hui lui-même ne cache pas ses vues sur des territoires russophones et anciennement soviétiques. euh, mais cela a été très difficile à comprendre dans les jours après les résultats de voix. Tout le monde était choqué parce que nous-mêmes, même les politologues, on n'a pas vu venir cela. Même les partis, personne n'avait pas anticipé cela. Et donc, je pense que c'est en grande partie le résultat justement de ce type de campagne qui s'est articulé avec le sentiment de fatigue de la population avec les partis traditionnels. Il y a un grand besoin de voir de nouvelles figures politiques parce que ceux-ci, on les connaît depuis des années, ils ont été au pouvoir plusieurs fois, voilà qu'est-ce qu'ils ont fait. On a besoin de nouvelles figures. Les partis traditionnels ne sont pas capables de produire ces nouvelles figures politiques. Et là, ce type-là, il était complètement inconnu. Probablement, l'électorat, ça a été un vote comment on dit, un vote négatif pour apporter de nouvelles figures dans la politique. Je suis convaincue que les électeurs ne connaissaient pas le CV de ce type non plus. Il était quasiment inconnu en Roumanie. Inconnu. Donc, je ne pense pas que ça a été un vote qui peut être interprété comme un vote pro-russe. Parce qu'en Roumanie, on a une russophobie traditionnelle qui est assez forte encore. D'autres questions? Si, évidemment, ça amène à faire de la politique fiction, mais si Georgescu avait gagné dans le système politique roumain tel qu'il est, les parlements, etc., il pouvait faire quoi en termes de gouvernement? Cette victoire électorale lui permettait de maîtriser quel levier de pouvoir. Donc, s'il a effectivement été téléguidé par Moscou, l'objectif de Moscou, c'était quoi? Donc là, il y a deux hypothèses. L'une des hypothèses, c'est que Georgescu est un aventurier politique, seul, indépendant. Il est sponsorisé par Moscou, oui, mais il aurait pu gagner les élections et puis être isolé à la présidence par les autres institutions parce qu'une seule personne ne peut pas contrôler l'État. Même en Roumanie, heureusement, ce n'est pas le cas. Donc, dans l'hypothèse où il est lui seul, il n'aurait pas pu faire grand-chose.
L'autre hypothèse qui est tout aussi plausible, c'est qu'une partie de l'État roumain, plus précisément une partie des services secrets, euh, est proche des idées de Georgescu et de lui-même. Parce que Georgescu, quand il se présentait en public, il se présentait avec un groupe de gardes de corps qui étaient des anciens cadres de militaires roumains qui, par après, sont allés faire du mercenariat au Congo en même temps que Wagner faisait du mercenariat au Congo. Donc, tous ces liens qui sont bien sûr à investiguer, mais c'est difficile de la position de chercheur de les investiguer. Il faudrait une enquête de l'État roumain pour voir exactement qui dans l'État roumain a soutenu Georgescu. Donc, dans cette hypothèse, il aurait pu faire beaucoup de choses et je pense que territorialement, peut-être la Russie, pour l'instant, n'est pas intéressée à avancer territorialement vers en Roumanie. Mais le modus operandi traditionnel dans la politique étrangère russe, soviétique et russe, c'est de contrôler des territoires et puis au-delà des territoires contrôlés, d'avoir ce corridor, oui, c'est belt, cordon, oui, cordon sanitaire d'État qui sont dans une zone grise, de ne pas avoir un contact direct avec les démocraties occidentales, je dirais comme ça. Donc, plus on a de l'instabilité en Europe centrale et orientale, plus c'est intéressant pour les Russes. Donc, c'est cela, je pense, peut-être le... Oui, oui, d'autres Géorgie, Moldavie, comme ça. Donc, Est-ce qu'au petit de Busson, des Missanga? mais première, premier pas, je pense, c'est surveiller les réseaux. Donc, voir comment ça fonctionne et mettre des règles au réseau. Mais ça, je pense que l'Union européenne aussi a compris le poids que les réseaux sociaux peuvent avoir. Mais par ailleurs, oui, je pense que tout ce type de psychose collective qui fait les gens à voter pour quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas une semaine avant, c'est possible aussi à cause d'un type de propension psychologique qui est créé par l'interaction permanente avec les écrans. Mais là, c'est du travail pour les psychologues sociaux, pour les gens qui comprennent les algorithmes, mais pour la nouvelle génération qui comprend mieux ce type de fonctionnement de cette réalité parallèle qui est constituée par le virtuel, voilà. Donc, je pense que là, ça se joue plus même dans le virtuel que dans le réel, en quelque sorte, ce qui pour nous, enfants qui sont un peu plus âgés, c'est vraiment bizarre et difficile à accepter, je dirais. Bonjour, merci pour votre présentation, c'était super intéressant. Vous avez beaucoup parlé des raisons pour lesquelles cette élection a été annulée, mais peu du processus. Comment vous avez fait concrètement pour faire annuler cette élection? Est-ce qu'il y a des articles dans la Constitution qui permettent Non, cette situation? non, il n'y a pas d'article dans la Constitution. Après les résultats, personne ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis un jour, on a ouvert la télé, moi je travaille au gouvernement. On a ouvert la télé, on a appris que la Cour constitutionnelle s'est réunie
et a décidé d'annuler les élections. Donc, c'est la Cour constitutionnelle qui a annulé les élections. On ne sait pas vraiment la base juridique sur laquelle elle a pu faire ça, ce n'est pas très clair. Et d'ici les critiques, bien sûr. Mais je suis très heureuse qu'on a annulé les élections, par ailleurs. Là, derrière la salle. Bonsoir. On a parlé des réseaux sociaux et je me demandais la place des médias mainstream, comment ils ont réagi face à cette situation. Et bon, vous avez parlé de conspirationnisme et bah, en France, si je me trompe pas, c'est quand même peu de personnes et un cercle assez fermé qui détiennent les médias mainstream, qui font circuler un certain discours. Et je me demandais comment c'est organisé dans les pays que vous avez exposés et comment ils ont réagi face à toute cette situation. Merci. Oui, je pense qu'il reste très peu de médias indépendants dans le monde. Vous connaissez sans doute le cas de Washington Post qui a été acheté par Jeff Bezos et qui a limogé, je ne sais pas, quelques centaines d'employés d'un jour au lendemain. C'est le cas des médias mainstream en Roumanie aussi, qui ne sont pas nécessairement contrôlés par des oligarques, mais on dit et on sait que tous les partis donnent de l'argent aux médias. Pas en achetant de la publicité, je ne sais pas. Il y a des moyens légaux par lesquels on fait cela. Donc, on achète de la publicité et donc, tout d'un coup, les médias deviennent très favorables au gouvernement ou à un certain parti, etc. Donc, oui, il est très difficile et je pense que pour les jeunes, c'est même beaucoup plus difficile à se repérer dans ce paysage où tout discours est un discours partisan. Où c'est très différent par rapport à il y a, je ne sais pas, 30 ans, il y a 30 ans, quand on lisait les journaux pour avoir une perspective objective ou indépendante ou je ne sais pas. Maintenant, tout discours média, c'est l'émanation d'une position qui est aussi une position politique. Et là, il faut juste lire tous les côtés et trouver le point d'équilibre, je ne sais pas. Mais ceci dit, en Roumanie, il y a quelques petites entreprises médias indépendantes qui produisent du journalisme d'investigation qui sont très intéressantes, qui sont faites par des gens très jeunes. C'est par exemple Recorder et Rice Project. Il y a petits media outlets, comment dire. Mais c'est vraiment de plus en plus difficile, même pour nous qui sommes, comment dire, parce que nous sommes plus vieux, nous avons un peu plus d'expérience à déchiffrer ce paysage. Mais le problème, c'est que il m'arrive de lire des nouvelles et de me demander est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est faux. Parce qu'on n'a pas eu, on n'a plus d'instruments pour faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et je pense que oui, ça c'est une menace très importante pour nos démocraties, pour nos sociétés. Cette incapacité de faire la différence entre le vrai et le faux. Moi, j'avais une deuxième question, parce que vous avez très bien expliqué le cas critique, plus ou moins de la Moldavie et de la Géorgie, surtout de la Moldavie où ça s'est joué de peu par rapport au référendum de l'UE et où c'est la diaspora qui a littéralement sauvé ce référendum. Et moi, je voulais savoir, est-ce que c'est pas nous aussi occidentaux qui sommes un peu responsables de ce qui se passe, d'avoir pas assez tendu la main à ces pays, notamment je pense à la Géorgie ou à l'Ukraine par exemple, où
Ou, par exemple, on peut donner l'exemple du sommet de Bucarest en 2008 où, la France et l'Allemagne a refusé, l'entrée de l'Ukraine et de la Géorgie, dans, l'OTAN et ce qui a donné plus ou moins la situation d'aujourd'hui. Et est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une faute aussi de l'Occident d'avoir pas assez tendu la main à ces pays la Moldavie, l'Ukraine ou la Géorgie? Oui, il y a une faute, mais ce n'est pas le fait qu'ils n'ont pas accepté ces pays dans l'OTAN et dans l'Union européenne, parce que ces pays n'étaient pas préparés d'entrer dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Par exemple, si on avait accepté, si on disait, voilà, on fait la Géorgie et l'Ukraine entrer dans l'OTAN, les Russes auraient réagi immédiatement. La faute des Européens a été de promettre à ce pays qu'ils allaient un jour devenir membres, ce qui n'est pas du tout évident aujourd'hui. Enfin, pour la Moldavie, ce serait peut-être faisable, mais pour l'Ukraine, je ne pense pas vraiment que c'est faisable que l'Ukraine devienne membre de l'Union européenne. Il y a des problèmes là de gouvernance vraiment très sérieux. Mais on a donné l'impression à ces pays, on a ouvert la perspective européenne et je pense que cela les a rendus beaucoup moins prudents dans leur rapport avec la Russie, d'une part. Et je pense que aussi, cela a créé une relation très asymétrique où ces pays ont dû accepter des clauses économiques qui ne leur étaient pas favorables en échange de la promesse de cet avenir. Donc oui, je pense que le problème, c'est un certain type d'hypocrisie où on dit oui, il faut libéraliser je ne sais pas quel marché et puis par après, vous allez être plus proche de l'intégration européenne. Bon, non. Euh, Moi, j'ai une question par rapport au rôle des réseaux sociaux, en fait, au niveau des élections et des influences qu'on voit au niveau des élections. Puisque tout d'abord, j'aimerais juste souligner un paradoxe, en fait, concernant la façon dont les gens votent. C'est les jeunes qui sont le plus influencés par les réseaux sociaux ou qui sont le plus présents, votent le moins. Parce que je regardais justement les statistiques et je vois qu'en fait, selon les catégories d'âge, en fait, on a les 18-25 qui sont les moins présents sur les votes. Et alors, c'est ceux qui sont le moins présents sur les réseaux, au moins c'est les statistiques, qui sont le plus influencés par les réseaux sociaux. Et la question que je me pose, justement, vu l'influence que les réseaux, et notamment TikTok, a sur les résultats des votes, est-ce qu'au niveau de l'Europe ou est-ce qu'au niveau de la Roumanie, on a commencé à poser des débats concernant, en fait, justement, une législation pour barrer cette influence-là, puisqu'en fait, j'ai comme l'impression que tout ce qui est influence et financement obscur, justement, et roulement d'argent, puisque ça, c'est ce qu'on a vu, ou ce que vous avez vu, effectivement, donc au niveau de l'influence. Est-ce qu'il y a une législation ou un débat qui se met en place pour barrer cette influence qui est extrêmement malsaine, finalement? Oui, oui. La question est assez épineuse parce que vous voyez, ces réseaux sont contrôlés par des gens très puissants et très riches. Et en plus, il y a tout un corps de droit qui favorise l'initiative privée des compagnies et la liberté des compagnies à faire des affaires. Et donc, entre les élections de 2024 et la répétition des élections de 2025, nous avons essayé de discuter avec les compagnies de social media, Meta, TikTok, je ne sais pas quoi, Twitter et X, Elon Musk, pour essayer de les convaincre de créer des mécanismes pour arrêter la propagation des informations fausses. Et ils ont refusé.
Parce que justement, au nom de la liberté d'expression, au nom du secret commercial qui protège l'algorithme, donc ils ne veulent pas dire comment ça fonctionne en pratique. Et donc, c'est ça. Donc, le problème, c'est que on a ces compagnies privées qui, maintenant, elles sont soutenues par l'idéologie MAGA qui soutient que, mais il faut laisser la liberté totale d'expression et de faire du business et tout ça. Et donc, non seulement on a ces grands acteurs économiques qui sont Google, Meta, TikTok, les réseaux, on a aussi un acteur politique important, les États-Unis, qui fait du lobby en faveur de la position de ces compagnies, donc de la déréglementation. Et donc, la question pour la Roumanie, il est clair que la question va être discutée plutôt au niveau européen qu'au niveau national, parce que la Roumanie ne peut pas faire face il va perdre. L'État va perdre dans cette relation, disons, avec les compagnies et sous la pression des États-Unis. Et donc, si Madame von der Leyen va avoir plus de succès, je l'espère. Je pense que ce serait une très bonne idée de construire des règles très strictes. Je salue l'initiative française d'interdire les réseaux sociaux en dessus de 16 ans. Chez nous, on a un peu essayé de tâtonner ce thème. Tout le monde est sauté, mais pourquoi des interdictions? On a eu des interdictions pendant le communisme. On veut plus d'interdictions, on veut de la liberté. Donc, voilà, on va voir ce qu'on va faire avec cette liberté de recevoir des informations fausses. Est-ce qu'on ne réalise pas de cette choquante des années, mais de rapport à l'état fort, mais nous, nous, quand on parle de cette surprise, absolument prospère, ça serait à prendre à sauver. Il sale de notre tête. On a des mariés, années, et des dire que, ok, quand je pense à West, notamment, et boss, des paquets de, bon, l'indique, en comme cas, il y a qui sont des puissances sur le pays. Oui, je suis tout à fait d'accord qu'il est très important d'avoir un État fort et que ça peut aider une société à dépasser ce genre de, comment dire, de période de confusion. C'est très important d'avoir des institutions fortes et qui réussissent. En même temps, pour le cas des États, les États-Unis ne sont pas un État fort, mais on espérait tous que les institutions américaines vont subsister et tout s'est écroulé. Bien, je vous remercie beaucoup pour la discussion surtout et j'espère de revoir quelques-uns d'entre vous pour les cours de demain.